Bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver pour cette 4e interview et dans ce format l'inspiration de la semaine, je reçois Marion Guiraud. Salut Marion, comment tu vas? Salut, ça va super et toi? Bah écoute, impeccable, merci de me recevoir aujourd'hui. On va pouvoir aborder plein de sujets ensemble. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous dire ce que tu fais dans la vie? Oui, alors du coup, je suis Marion Guiraud, je suis cofondatrice de la marque Pollux. Pollux est une marque de luminaires que nous avons développée donc, avec mon compagnon. Donc dans l'idée, je gère toute la partie juridique, commerciale sur la structure. Ok, trop bien. Bon, de toute façon, on va revenir sur cette aventure entrepreneuriale dans cette interview. Pour commencer, on va parler un peu de ton parcours avant l'entrepreneuriat. Après, on s'intéressera du coup à la création de ta marque et tout ce qui s'ensuit. Et ensuite, on finira par ta vision sur l'entrepreneuriat de manière un peu plus générale. Ok, ça marche. Déjà, tu as commencé par faire un BTS en banque et assurance. Et tu étais en alternance à la Société Générale. Mais à l'issue de ce BTS, tu as changé de voie pour t'orienter dans l'immobilier. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ce changement et comment tu as vécu cette alternance? Oui, alors du coup, comment j'ai vécu l'alternance? Alors déjà, c'était un souhait personnel. J'ai toujours voulu vraiment avoir une expérience professionnelle après le bac. C'est vrai que le choix du post-bac est toujours compliqué et je pense qu'on ne sait jamais trop où on veut aller. Et alors, pour tout te dire, je ne me rappelle même pas pourquoi je suis partie en banque assurance exactement. Je sais que j'aimais le droit, donc ça a été, je pense, un vecteur pour aller dans ce secteur-là. Donc j'ai travaillé 2 ans à la Société Générale et puis après, je me suis orientée en immobilier tout simplement parce que la banque ne me plaisait pas. Donc c'était assez, pour moi le choix a été assez simple. Au bout de 1 an d'alternance, déjà je savais que je ne voulais pas continuer dans ce secteur-là. Ouais, complètement. Okay. C'était, je pense, un travail qui était pour moi beaucoup trop bureautique. Enfin, on restait, alors en tout cas à l'époque, maintenant la profession a quand même évolué. Les conseillers sont quand même pas mal aussi en extérieur, etc. Je pense que c'était quelque chose qui m'impactait beaucoup de rester derrière un ordinateur toute la journée concrètement. Et puis c'était pas pour moi. L'approche bancaire me plaisait pas plus que ça. Donc j'ai voulu partir en immobilier sur un master qui était beaucoup plus, je dirais, général. En fait, c'était de la gestion, on va dire, patrimonial en immobilier. Okay. Donc on voyait tous les aspects du métier, on voyait de la location, de la gestion immobilière, du droit immobilier, de la transaction, du syndic, donc vraiment tous les métiers. Et tu étais aussi en alternance? Et du coup j'ai voulu continuer en alternance parce que je pense que quand tu commences en alternance, quand tu y goûtes, tu peut-être pas changer après, à part si tu as une mauvaise expérience, mais moi c'était pas du tout le cas, donc voilà, j'ai voulu switcher parce que c'était quelque chose peut-être plus général et qui me correspondait un peu plus, parce que plus de commercial. Ok. Voilà. Et du coup, quand tu as commencé, c'était quoi ton job dans l'agence immobilière? C'était une agence immobilière? C'était une agence, oui, tout à fait. Tu veux dire le poste que j'occupais? En fait, après l'alternance, j'ai fait... non, j'ai été toujours... En fait, j'ai fait les 10 ans, je suis en train de réfléchir, mais j'ai fait les 10 ans en transaction. Après, si tu veux... En transaction, tu peux toucher autant un petit peu à de la gestion immobilière parce que tu rentres aussi des mandats de gestion, donc tu es quand même en lien avec tes clients pour de la location et de la gestion, puisque moi j'aimais beaucoup la partie patrimoniale, donc investisseur. Donc je faisais de la résidence principale, mais c'était pas ce que je préférais. Et donc du coup je faisais beaucoup d'investisseurs et donc du coup forcément je touchais aux autres postes indirectement, tu vois, pour le conseil client. Ok, top. Et donc du coup, en 2021, après 10 ans de CDI chez Sigec, tu décides d'entreprendre en créant Pollux, une marque de lampes de bureau design française et intelligente. Oui, tout à fait. Pourquoi avoir changé de voie à nouveau et pourquoi te lancer dans l'entrepreneuriat? Alors, pourquoi changer de voie? Parce que tout simplement, on avait un projet commun avec Paul, donc Paul qui est le cofondateur de Pollux, mais qui est aussi mon compagnon dans la vie privée. Donc en fait, ça c'était un souhait que Paul avait. En fait, c'est quelqu'un qui a énormément d'idées, qui réfléchit à beaucoup de choses, beaucoup d'innovations. Et un jour, il est rentré à la maison en me disant j'en ai marre d'équiper mes patients puisqu'il travaille en cabinet d'ophtalmologie. Et à l'époque, il travaillait aussi en magasin d'optique. Donc il avait vraiment des difficultés à trouver un équipement pour des personnes qui étaient malvoyantes. Et donc un jour, sans rire, il me dit vraiment j'en ai marre et on va la créer cette lampe finalement qui aura tout pour mes patients. Donc moi je lui dis oui, ok, super, comme parmi X idées qu'il pouvait avoir parfois à la minute. Et donc je lui dis ok, chouette, mais je pense que j'aimerais faire le projet avec toi parce que je pense qu'on a conscience que l'entrepreneuriat c'est beaucoup de travail, beaucoup d'investissement et j'avais peut-être une vision qui était complémentaire à la sienne. Donc l'idée, c'était vraiment d'être complémentaire sur le lancement du projet Pollux. Et donc,
l'idée c'était qu'à un moment donné, il fallait aussi partir du poste sur lequel j'étais très attachée et où voilà, j'étais passionnée par mon métier. J'ai pas quitté l'immobilier pour une raison exactement. Je l'ai fait parce que à côté il y avait ce projet et que c'est un projet qui prend énormément de temps et à un moment donné il faut faire des choix. Donc, Et justement, qu'est-ce qui te manquait dans ton job et qu'est-ce qui t'attirait dans l'entrepreneuriat justement que tu n'avais pas dans ton quotidien dans l'immobilier, mais je pense que ça rejoint pas mal d'autres jobs. Oui, alors je pense que ce qui m'a attirée c'était quelque part l'inconnu parce que je suis quelqu'un dès que j'arrive à un certain niveau de compétence, je m'ennuie très vite. Donc j'ai toujours envie d'apprendre de nouvelles choses, de faire de nouvelles choses. Donc ça a été, je pense, aussi une des raisons pour laquelle l'entrepreneuriat du coup me correspond aussi, parce que finalement c'est des challenges clairement toute la journée. Et ensuite, alors j'ai perdu ta deuxième question qui était... qu'est-ce qui t'attirait dans l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qui m'a attiré? C'était ce côté d'indépendance en fait finalement. Tu pouvais vraiment gérer ta journée comme tu le voulais, c'est toi qui prends les décisions. Alors après ça a des impacts aussi, il faut quand même s'en sentir capable et responsable de faire ce type de choix, mais c'était ce côté vraiment on va découvrir autre chose et un nouveau challenge. On sort du quotidien. Oui, complètement. Et du coup, au moment où tu as lancé cette marque, donc en 2021, tu es quand même resté en CDI pendant les 2 premières années, il me semble. C'est ça, exactement. Comment tu as ressenti cette phase justement où tu devais rester en CDI, je pense pour peut-être le côté financier, et à côté de ça, tu avais quand même ta tête qui était complètement dans le projet Pollux. Comment tu as géré cette phase, toi, pour... Alors, gérer, je ne sais pas si on la gère concrètement, on est obligé de faire. Très compliqué, très très compliqué, parce qu'en fait, ça a été... concrètement, moi, le Covid m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses. J'avais quand même un travail où je me donnais à fond, où je travaillais comme si c'était pour mon entreprise. Okay. J'étais très investie dans ce que je faisais. Donc, je pense que j'avais un rythme de travail qui était déjà très, très intense. Et le fait de rajouter Pollux, ça a été un peu une goutte d'eau à un moment donné. Et je me suis dit, il faut vraiment que je stoppe la partie immobilier parce que dans tous les cas, on n'arrivera jamais à développer Pollux comme on le souhaite, au rythme que l'on veut aussi, puisque Paul à côté travaille toujours en cabinet. Okay. Donc on n'a jamais été 100% sur la boîte tous les deux. Donc il fallait prendre une décision, qu'il fallait qu'au moins un y soit à un moment. Et je pense que moi, j'avais envie de nouvelles choses, 10 ans dans une même entreprise, même si j'ai été très épanouie. Je pense que tu as envie aussi d'autre chose. Donc, moi, j'ai sauté le pas. Peut-être parce que c'était plus facile aussi. Parce que passer 10 ans, à un moment donné, tu veux un petit peu de changement. Mais ça n'a pas été facile. Franchement, ça a été compliqué. C'était un bon marathon. Ouais, j'imagine que même mentalement... être au bureau et penser à son projet entrepreneurial. Exactement, c'est ça. C'est dur de jongler. Exactement, c'était de jongler entre 2 domaines, quelque part, qui sont complètement opposés. Et ce n'est pas 2 domaines complémentaires, tu vois, où tu pourrais te dire... je connais cette personne, donc je sais qu'elle va pouvoir m'aider autant sur cette partie que sur cette partie-là. Oui, donc, ça n'avait rien à voir les deux. Oui, rien à voir. Et puis quand on s'est lancé dans Pollux, on connaissait vraiment personne dans ce milieu. Donc en fait tout était nouveau, donc on devait tout créer, chercher tous les contacts, voilà. Donc ça a été compliqué émotionnellement, mais une fois que j'ai pris la décision de partir, puisqu'après il faut quand même annoncer le départ, quand ça fait 10 ans que tu es dans une entreprise et où quand même tu avais un poste qui était assez important et j'avais une relation avec ma responsable qui était très saine, très agréable, où elle savait que j'avais le projet Pollux à côté, donc c'était pas quelque chose que je cachais. Mais il faut quand même prendre ton courage de main et lui dire aujourd'hui je vais partir. Entre savoir qu'il y a le projet et je quitte officiellement le bateau. Et poser vraiment ta demande de rupture, c'est quelque chose quand même. Mais voilà, une fois que c'est fait, je pense que tu as un soulagement quand même malgré tout. Et là, tu te dis, c'est bon, je vais pouvoir me consacrer vraiment à ma boîte. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer concrètement ce qu'est cette lampe Pollux et les particularités qu'elle a parce que du coup, la lampe est juste derrière. Exactement. Donc, en fait, Pollux, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? C'est notre première lampe. Donc en fait, on veut développer une gamme de luminaires. Donc, la lampe Pollux, c'est une lampe de bureau. Donc, notre premier produit où on a mis une intelligence en fait dans la lampe. On a un capteur de lumière qui est juste au-dessus de la tête, qui va venir capter la luminosité ambiante de la pièce et qui va venir ajuster son flux automatiquement sur la zone où l'on travaille. Le but, c'est donc
soit, si on travaille sur ordinateur, de réduire les symptômes de fatigue visuelle, donc des maux de tête, des yeux qui piquent, ce genre de symptômes. Pour des personnes qui sont déficientes visuelles ou des personnes âgées, on va vraiment leur optimiser la vue, donc on va augmenter les contrastes et ça va permettre de pouvoir gagner des lignes d'acuité. Et pour les enfants, on est vraiment sur de la prévention par rapport à l'évolution de la myopie, donc voilà, l'usage de la vision de près dans des conditions de sous-éclairage. Ça, c'est la partie intelligente. Et après, on a une partie manuelle où on va pouvoir changer les températures de couleur, chaud, froid, lumière du jour, en fonction des activités que l'on fait. Donc, soit par exemple de la couture, de la lecture, des travaux de minutie, enfin voilà, vraiment, on a voulu que Pollux soit un produit universel qui regroupe toute la technologie et pour tout le monde. C'était vraiment le but. À la genèse, c'était pour des personnes qui avaient une malvoyance, donc une pathologie oculaire. Et ensuite, moi, quand j'ai intégré Pollux, j'ai dit à Paul... Pour la petite anecdote, je lui ai dit « Ok, c'est trop chouette parce que ces personnes-là, on va clairement leur améliorer le quotidien. Donc c'est parfait puisque c'est ce qu'ils voulaient à l'origine. Mais je lui ai dit « Mais par contre, pour toutes les autres personnes, finalement, cette lumière, elle est aussi importante. » Mais il ne va pas falloir que l'on embête l'utilisateur avec des réglages spécifiques, savoir s'il est bien éclairé, pas bien éclairé. Donc je lui ai vraiment dit, tu fais en sorte de me mettre quelque chose où elle gérera toute seule. Et c'est ce fameux mode automatique que l'on a mis en place pour le côté universalité en fait, de l'utilisation du produit. Et du coup, vous êtes deux dans le projet. Oui. Et comment est-ce que vous avez pu développer cette lampe qui est quand même technologiquement assez pointue, on va dire. Oui. Est-ce que c'est vous ou est-ce que vous êtes passé par des organismes externes? Alors, aujourd'hui, Pollux, on s'est vraiment entouré à chaque fois de prestataires partenaires. Donc, pour te donner une idée un petit peu dans le développement d'un produit, bon, déjà, on a un prestataire qui est designer produit, puisque c'est pas nous qui avons dessiné la lampe, concrètement. On a effectivement initié certaines choses et puis voilà des volontés peut-être de design idées, et voilà exactement des inspirations que l'on voulait sur Pollux, mais c'est surtout que lui il est venu développer tout ce qui était mécanique, donc c'est-à-dire que certes tu vois une coupole, un bras, un socle, mais après il faut qu'en industrialisation ce soit faisable, exactement. Donc le designer produit il a travaillé sur Pollux avec un bureau d'études mécaniques, donc là c'est la partie vraiment tu sais que tu mets cette coque plus cette coque, ça va s'emboîter et ça va pas créer d'autres problèmes ailleurs. Ensuite, on a eu deux bureaux d'études. Un premier bureau d'études, c'était une école qui avait fait des premiers tests, on va dire, électroniques. Et puis après, on est passé sur un bureau d'études vraiment industriel, en fait, parce que quand même, entre ce qu'on apprend à l'école et ce qui est la réalité industrielle, il y a quand même un fossé. Donc on a eu un bureau d'études électroniques qui a développé toute la partie intelligence, donc on appelle ça le soft et le hardware, avec Paul en plus, puisque Paul il savait vraiment ce qu'il fallait dans la luminosité, dans la température de couleur, etc. Et ensuite on s'est entouré, alors en partie développement produit, et c'était surtout ça, les bureaux d'études, le designer, voilà. Et puis après, on a eu nos partenaires industriels pour le coup. Pour la fabrication. Pour la fabrication, oui, tout à fait. Ok, top. Et donc, est-ce que vous avez commencé à distribuer votre produit? Oui. Et si oui, est-ce que vous en vivez aujourd'hui? Alors, on a commencé à le distribuer, ça a commencé en novembre 2023, donc c'est tout récent. Trop bien. Voilà, le but c'était que ce soit sous le sapin de Noël. Donc en fait, les dernières sont arrivées le 23 décembre, donc challenge réussi. Mais ça a été compliqué parce qu'on a eu des gros problèmes industriels en amont, donc on n'était pas sûr de pouvoir livrer. Et à la question est-ce qu'on en vit, pas du tout. Non, pas du tout. C'est trop tôt. C'est trop tôt. Sur des structures comme la nôtre, en tout cas, il y a beaucoup trop d'investissements à l'origine, en termes d'outillage, de matières premières, etc., qui font que c'est des grosses sommes à investir dès le début. Et puis, quelque part, c'était aussi une volonté, c'est que les premiers temps, on n'en vive pas pour pouvoir consolider l'entreprise. Paul, lui, travaillait encore à côté, donc ça nous assure un revenu. Et moi aussi, j'ai eu la chance de faire une rupture conventionnelle, donc j'ai eu droit au Pôle emploi, tout simplement. Donc pour l'instant, ce n'était pas la priorité. On en a parlé dans 2 interviews, où justement,
la rupture conventionnelle, c'était un bon atout quand on veut entreprendre et qu'on sort d'un CDI. C'est vraiment une arme, j'ai envie de dire une arme qui aide complètement au lancement, quoi. Franchement, c'est essentiel parce que je serais curieuse de savoir quelle marque aujourd'hui qui se lance est rentable dès le premier mois et pourrait se tirer un salaire. Certainement qu'il y en a, hein, je ne dis pas le contraire, mais je ne sais pas si après c'est des choix stratégiques qui sont bons dans la pérennité de l'entreprise. Pour développer une entreprise en fait, solide. au début, il faut être très clair, tu comptes tout. Tu es obligé de tout compter. De toute façon, c'est une gestion de trésor qui est hyper drastique parce que tu ne peux pas mettre en péril la société puisque si tu la mets en péril, l'aventure s'arrête. Donc voilà. Et c'est vrai que la rupture conventionnelle qui n'est peut-être pas facile à obtenir et ce qui est aussi compréhensible quand tu es employeur parce qu'une rupture conventionnelle ça coûte cher pour l'employeur, d'autant plus si tu as été pendant des années dans l'entreprise. Voilà, mais aujourd'hui c'est indéniable, c'est quelque chose qui fait partie je pense de la réussite des premiers mois aussi, c'est d'avoir ça puisque ça te tranquillise aussi toi en tant qu'entrepreneur de te dire tu as quand même ce salaire là, du coup je m'inquiète pas de cette partie là et je m'investis sur le reste. Oui voilà, c'est ça, tu t'investis concrètement. Libère une pression. Exactement. Donc c'est hyper important. Ok. Et donc pour justement l'investissement initial, est-ce que vous avez fait appel à des investisseurs ou est-ce que vous avez tout fait en fonds propres? On a tout fait en fonds propres. Okay. On n'a pas fait appel à des investisseurs parce que tout simplement, on a eu la chance avec Paul du coup. Alors Paul était aussi en alternance, donc depuis l'âge de 18 ans on a travaillé. On a eu la chance de peut-être pouvoir faire aussi des investissements à titre personnel puisque c'est aussi un atout d'être un couple quelque part. C'est que alors il y a des avantages et des inconvénients comme pour tout quand tu es associé. Mais nous on avait construit quelque chose avant Pollux au niveau personnel qui a fait que ce qu'on a construit là, on a voulu mettre une partie dans Pollux puisque c'était un autre projet pour nous deux. Donc on avait des fonds par rapport à ça, donc ce qui nous a permis de rester pour l'instant que tous les deux. Okay. Mais voilà, on est conscient qu'à un moment donné, il faut accélérer et on ne peut pas rester que nous deux, puisqu'à un moment donné, on ne peut pas avoir du budget illimité, c'est pas possible. Et puis aller chercher d'autres personnes, c'est pas que l'aspect financier, c'est aussi l'aspect humain, les compétences, c'est d'autres choses. Réseau, ça apporte exactement, tout à fait. Et donc, est-ce que dans les prochains peut-être mois ou dans le futur qui arrive proche, on va dire, vous avez prévu d'étoffer votre équipe? Est-ce que vous avez des besoins particuliers dans votre boîte ou est-ce que vous préférez rester tous les deux justement pour le début et pas avoir trop de dépenses Oui, alors après si tu veux, nous Pollux ça fait quand même 3 ans officiellement, donc c'est pas pour nous en fait l'aventure elle a commencé depuis 4 ans en recherche développement, mais après nos engagements financiers ont commencé déjà depuis quelques mois. Le but c'est pas tant de rester que nous deux aujourd'hui, c'est on veut trouver un bon équilibre à la structure, c'est-à-dire que on n'est pas du tout fermé à, et d'ailleurs c'est ce qui va se passer très certainement dans les prochains mois, c'est on ouvrira le capital pour avoir certainement un investisseur ou plusieurs en fonction. Mais aujourd'hui, c'est essayer de réfléchir aux choses étape par étape pour ne pas remettre en question aussi tout ce qu'on a créé jusqu'à maintenant. Et le but, c'est clairement d'avoir une équipe parce que pour nous, partager cette aventure à plusieurs, c'est quand même chouette. Mais c'est toujours pareil, on ne veut pas prendre de risques On ne peut pas se brûler les ailes. Oui, et puis avoir la responsabilité de prendre des gens aussi et peut-être que 6 mois après, t'expliques que c'est plus possible. Enfin, c'est quand même une responsabilité d'embaucher. Voilà, exactement. Là, il n'y a pas que ta vie personnelle qui est en jeu. Non, c'est ça. Là, tu mets tout le monde dans le même bateau. Donc en fait, je pense qu'on a envie de sécuriser la structure pour pouvoir offrir la possibilité d'avoir du monde avec nous. Et après, ça, c'est quelque chose qu'on aimerait puisqu'on a quand même des profils. Le fait qu'on soit passé par de l'alternance, tu vois, on prône ça. Enfin, moi, personnellement, pour moi, le post-bac devrait être en alternance et l'option, c'est ne pas être en alternance, mais pas l'inverse. Parce que quelque part, on en apprend tellement que puis c'est trop chouette, quoi. Enfin, c'est du concret. Carrément. Donc, et vous avez fait le parti pris de faire du Made in France. Et donc, vous faites fabriquer vos lampes directement ici dans votre région, juste à côté de là où on est. Tout à fait. Pourquoi ce choix-là et comment vous faites pour être compétitif ? Alors, pourquoi ce choix-là ? Clairement, parce que c'est une volonté. C'est vraiment un souhait que l'on avait avec Paul de produire au plus proche. Enfin, en tout cas, on voulait produire en France, ça c'était clair. On s'est posé la question si ce serait possible au niveau rentabilité, puisque c'est des questions que l'on doit se poser évidemment. Ici, on a eu la chance du coup, parce que donc
pour expliquer un petit peu, donc nous on est un incubateur d'entreprise au sein de la Technopole de Castres-Mazamet et en fait ils nous ont permis de nous ouvrir certains contacts et notamment industriels dans le bassin castré qui a fait qu'on a trouvé un industriel à côté, donc à 200 mètres d'ici, qui a fait qu'on a pu remplir ce souhait de produire en France avec un industriel qui était vraiment centré sur ces mêmes valeurs et le fait aussi de vouloir aider des jeunes entreprises comme la nôtre à se développer et à vraiment mettre sur le marché son produit. Donc ça a été vraiment un souhait et on a eu peut-être la chance aussi de rencontrer ces personnes-là à ce moment-là. Donc ça pour nous, on en est très contents. Après, à la deuxième question, est-ce qu'on est compétitif? Je pense qu'on l'est parce qu'aujourd'hui sur le marché, alors certes Pollux à un prix qui est à 265 € TTC, c'est évident, hein, c'est pas un coût non plus bas. On est conscient que malheureusement Pollux ne peut pas être acheté par tout le monde, mais malgré tout, quand on regarde un petit peu la complexité de produits, donc le concentré de technologie, la qualité des LED que l'on a mise sur le circuit imprimé, le savoir-faire quand même français, le design, c'est un tout. Et là, pour nous, on est compétitif. Et puis, il faut avoir en tête que produire en France, c'est pas uniquement mettre d'étiquette Made in France, c'est aussi se dire je contribue au développement exactement de l'économie du territoire, à l'emploi, aux retraites. Enfin, aujourd'hui, acheter Made in France ou français, c'est ça aussi, c'est pas uniquement le produit, c'est tu t'achètes quelque part un tout. Donc pour moi, je pense quand même qu'on reste compte tenu de tout ce que l'on a dans le produit, on reste compétitif par rapport à d'autres marques, mais on est conscient que c'est pas... très bien, c'est très clair. Et du coup, tu l'as dit, et c'était la question d'après, vous êtes accompagné par le Technopole de Castres-Mazamet, qui nous reçoit aussi aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es rentré dans cet organisme et qu'est-ce qu'il t'apporte? Alors, comment on est rentré? Alors à l'époque, c'était Paul qui s'occupait de cette partie. Je sais qu'on avait été mis en relation, je ne sais plus exactement par quelle personne ou quel organisme, mais on nous avait dit, voilà, sur le bassin du Tarn, il y a des structures qui accompagnent et qui aident des entreprises potentiellement comme la vôtre pour pouvoir développer la stratégie commerciale, la stratégie produit, industrielle et de financement. Et donc on est rentré en relation avec la Technopole de Castres-Mazamet. On a eu un comité en fait de sélection où on a dû présenter notre projet pour qu'il soit validé. Et on est rentré officiellement dans la Technopole, c'était octobre, fin d'année. C'était fin d'année 2023, mais on était quand même suivi depuis quelques mois avant l'incubation, on va dire, officielle. Donc ça, c'est concrètement aujourd'hui une étape à ne pas louper quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Et du coup, comment le Technopole vous aide concrètement? Alors, il nous aide sur plein d'aspects. Alors déjà, il nous aide, je pense, à prendre beaucoup de recul sur certaines situations parfois qui peuvent être stressantes ou où on a besoin vraiment de réfléchir et d'avoir des avis extérieurs. Donc, par exemple, on va pouvoir les solliciter pour réfléchir à notre stratégie financière, à notre stratégie de positionnement de prix. Donc, on va regarder ensemble des calculs, on va vraiment essayer de se questionner vraiment ensemble, c'est vraiment du brainstorming quelque part. Après, il nous aide à des mises en relation avec des partenaires ou des personnes qui connaissent, qui peuvent être importantes pour soit le développement du projet sur l'aspect commercial ou industriel. Il nous aide aussi sur la partie financement, recherche de financement. Après, c'est un accompagnement, j'ai envie de dire, de A à Z général, sur plein de sujets. La fois dernière, on discutait sur la stratégie de marketing. C'est très varié. C'est un appui que vous avez. Concrètement, oui, c'est un vrai appui. Oui, complètement. Et c'est vrai qu'en plus, il y a des technopoles un peu partout sur le territoire et on n'y pense pas forcément. Non, parce que moi, pour le coup, je suis vraiment à fond entrepreneuriat et j'en avais entendu parler, mais ça me paraissait je connaissais pas du tout le principe. Et c'est vrai que ça peut être très utile et on peut se tourner dans notre région vers les technopoles. Enfin, en tout cas, on peut aller
chercher et les solliciter pour voir ce qui est possible de faire, mais ça peut être un super appui. Mais honnêtement, nous, au tout début de Pollux, on n'a pas eu la chance de rencontrer du coup une structure comme la Technopole pour nous aider à créer l'entreprise, faire les premiers choix stratégiques, etc. Et on a fait des erreurs. Concrètement, des grosses erreurs financières qui auraient pu coûter le fait que Pollux ne serait pas là aujourd'hui. Et quand on a rencontré la Technopole, c'est vrai que tu viens chercher aussi un accompagnement. Enfin, après, il faut quand même garder en tête qu'ils ne feront pas le boulot à ta place. Voilà, tu fais le travail. Par contre, ils sont là pour soit te soutenir, soit t'aider à t'améliorer sur des points, de mettre en œuvre des formations aussi pour que tu puisses gagner en compétences. Donc, je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est des structures qu'on ne met pas assez en avant, mais qui sont cruciales. Concrètement crucial pour le début ou l'accélération d'une boîte. Limite encore plus quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on va dire seul, parce que vous étiez deux. Oui, non, mais quand on se lance seul, c'est encore plus compliqué d'être perdu et on ne sait pas par où commencer, donc d'avoir un appui un petit peu extérieur. Même s'ils ne font pas le travail à la place, ça aide sur tellement de sujets. Ça aide et puis tu échanges en fait, et ne serait-ce qu'échanger déjà ça fait du bien, parce que nous on n'est pas seul, mais malgré tout tu l'as quand même parfois la solitude on appelle ça du dirigeant, mais de l'entrepreneur c'est pareil. On peut vite parce que malgré tout, je pense qu'on est des personnes avec des caractères où on se remet vraiment en question. Enfin, de toute façon, il faut se remettre en question, sinon c'est compliqué. Mais avoir un accompagnement humain, déjà avant tout, c'est hyper important. C'est une soupape, en fait. Je comprends totalement. Je ne dirais pas que c'est un peu nos psys, mais de temps en temps, c'est vrai. À moitié. Peut-être que ça rentre un peu dans ça. Non, mais je comprends totalement. Et pour finir sur la partie Pollux, quelle est la suite pour toi et pour Pollux, et quelles sont vos ambitions? Alors la suite, là concrètement, c'est l'accélération commerciale. Vraiment, on y est en plein. Il faut vraiment qu'on fasse connaître Pollux au plus grand nombre. Donc ça, c'est vraiment la suite. C'est là aujourd'hui le gros point à checker. Et les ambitions, alors honnêtement, c'est d'arriver à équiper un maximum de personnes, puisqu'aujourd'hui on touche quand même un problème de santé qu'on peut dire un peu public, dans le sens où la vision c'est hyper important, et on ignore en fait que le manque de luminosité peut avoir autant d'impact sur notre vision et à n'importe quel âge. Donc nous vraiment notre volonté c'est comme on l'a un petit peu déjà dit, mais c'est vraiment d'équiper tout le monde et de gagner ce confort visuel auprès de tous les Français dans un premier temps au niveau national, et après on verra pour la suite. Ok, trop bien, j'espère que en tout cas vos ambitions seront comblées, on va dire. Est-ce que pour ta vision sur l'entrepreneuriat un peu plus de manière générale, est-ce que tu as des clés pour passer à l'action et ne plus se bloquer quand on a des idées ou des projets? Parce que du coup, pour le coup, toi tu as vraiment fait la transition de quitter un CDI et d'entreprendre. Justement, on va dire, tu es passé à l'action. Est-ce que tu as des clés pour réussir cette transition, que ce soit pour des jeunes en école, des jeunes qui sortent d'école ou des jeunes qui sont en contrat Alors, des clés. Je pense que déjà, faut être hyper organisé. Concrètement, on ne peut pas faire les choses comme ça en un claquement de doigts. Il faut être organisé, il faut s'entourer. Il faut être curieux, il faut vraiment se renseigner en fait. Déjà pour voir si c'est quelque chose qui va, que l'on va... Qui va fitter. Ouais, c'est ça. Que ce profil-là d'entrepreneuriat, c'est ce qu'on veut vraiment être, parce qu'il faut pas se leurrer, c'est pas facile tous les jours, mais après c'est hyper enrichissant. En fait, il y a toujours une balance, c'est évident, c'est énormément de concessions, il faut l'avoir en tête. En fait, il faut être animé, je pense. Il faut être animé par ça, et je pense qu'il faut, comme je te dis, s'organiser. Je pense qu'écouter pas mal de podcasts aussi pour pouvoir se donner une vision de ce qu'est l'entrepreneuriat et voir, comme tu dis, si ça match aussi. Mais pour moi, c'est surtout déjà une organisation pour que les choses soient posées, réfléchies pour prendre ce type de décision. Parce que quand tu quittes un CDI, il faut se dire quel est l'impact derrière. Voilà, c'est peut-être du pragmatisme aussi. Mais malgré tout, il en faut. Il faut foncer, mais il faut être aussi un peu pragmatique. Je comprends totalement. Et est-ce que tu penses que l'entrepreneuriat est ouvert à tous ? Non, parce que je pense que c'est un caractère. Il faut être conscient de ce que je te disais un petit peu avant. Je pense qu'on n'est pas tous faits, entre guillemets, pour l'entrepreneuriat, dans le sens où parfois notre carrière professionnelle n'est pas une priorité. Sachant que quand même, quand tu entreprends, il faut avoir en tête que c'est non-stop.
faut se dire que, moi je crois pas aux projets qui travaillent 3 jours par semaine. Je vois pas comment c'est réalisable parce qu'il y a tellement de choses à faire au début que tu as vraiment besoin de travailler très souvent. Même parfois, même si c'est beaucoup trop souvent. Et puis c'est un état d'esprit. Je pense qu'il faut aussi faut pas trop avoir peur du risque. Et certaines personnes ont peur de ça et c'est normal, hein, c'est ok, c'est complètement un caractère. Hein, donc moi je suis pas sûre que tout le monde soit fait pour l'entrepreneuriat. Ok, très bien. Mais c'est normal. Oui, il en faut aussi. Hein, on a besoin de ses collaborateurs aussi avec nous, donc c'est important. Hein. Carrément. Et selon toi, est-ce qu'il y a un âge parfait pour entreprendre? Est-ce que c'est bien pendant les études, parce que justement on peut être accompagné à côté, etc. Est-ce que c'est bien la sortie d'études parce qu'on n'a pas de responsabilité, on n'a pas de charge, etc. Ou est-ce que c'est bien justement après un CDI parce qu'on a peut-être de l'expérience, une sécurité un peu plus financière, de ton point de vue? Mon point de vue, j'aurais dit, alors là, je n'en ai pas là comme ça en tête, mais moi je pense que, personnellement, je pense qu'il faut avoir eu une expérience pro avant, pour comprendre aussi ce qu'est la position du collaborateur en entreprise, pour avoir touché au monde du travail, hein, concrètement, hein, à l'organisation d'une entreprise, voir comment ça se passe en interne. Malgré tout aussi, peut-être ce matelas un peu financier, de te dire, oui, pendant des années, j'ai peut-être travaillé. Alors, je ne dis pas qu'il faut travailler 10 ans, hein, comme moi j'ai fait, c'est pas, je dirais, un exemple à suivre, mais je pense qu'il faut avoir quand même travaillé 2-3 ans pour se rendre compte de ça. Et puis en plus, derrière, comme on en a parlé tout à l'heure, ça permet d'avoir des leviers un petit peu financiers malgré tout, qui permettent que les premiers temps, on n'ait pas cette pression-là si on veut monter son projet. Et aussi, c'est important d'avoir en tête qu'aujourd'hui, les banques regardent nos profils. Donc voilà, le porteur de projet est hyper important quand on monte un projet et qu'on va chercher du financement bancaire. Ils te le disent très souvent, hein, et nous, on l'a vu pour Pollux. Je pense que si on n'avait pas fait ce qu'on a fait en amont avec Paul, je ne sais pas si on aurait eu le financement, parce qu'en fait ça a pu montrer une certaine maturité, il y avait une petite sécurité financière aussi qui les rassure, et ce qui est normal, hein, puisqu'eux ils vont aussi s'engager, donc ils veulent aussi que dans les deux sens. Donc pour moi il faut avoir eu un peu d'expérience avant, pour tout comprendre en fait après. Ok, très bien. Et est-ce que pour finir, tu peux me dire ce que c'est l'entrepreneuriat en 3 mots pour toi? En 3 mots, résilience, adaptabilité et engagement. Ok, très bien. Voilà. Je ne les avais jamais eu, ceux-là. Voilà. C'est parfait. Écoute, merci beaucoup pour cette interview. Merci à toi. Le lien de votre site internet sera évidemment dans la description. Okay. On vous souhaite beaucoup de réussite pour votre entreprise. Et puis, on se dit à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Si. Bon, parfait. Impeccable.